Nous sommes aujourd'hui mercredi, instant Conseil des ministres à suivre la livraison des décisions avec Wilfried Léon Ngoubedi dans son office de porte-parole, secrétaire général adjoint du gouvernement. François Abiola a été désigné hier par les députés pour siéger au sein du Conseil électoral. Membre du bloc républicain, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur vient remplacer le démissionnaire Adam Soulé Aboubakari. Célébrer l'indépendance autrement que par les seules festivités, pari pris par l'Union progressiste à travers ses rendez-vous avec l'histoire, nommées les conférences de l'Union. Elles ont été lancées aujourd'hui même. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Comme cela n'est pas de coutume désormais le mercredi ici, on ne va pas commencer le journal avec la livraison du Conseil des ministres, mais promesse sera tenue au cours de ce journal, vous l'aurez, ou à la fin de ce journal. Il a été désigné hier par les députés, je l'annonçais en titre, pour siéger au sein du Conseil électoral en remplacement de Adam Soulé Aboubakari. Il s'agit du professeur François Abiola, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et membre du bloc républicain. Sa désignation était le seul point à l'ordre du jour de la session extraordinaire présidée par le président de l'Assemblée nationale en personne, Firmin Bassao. C'est par un résultat de 80 voix pour, 0 contre et 0 abstention que le professeur François Adebayo Abiola a été plébiscité pour siéger désormais au Conseil électoral. Il remplace ainsi Adam Soulé Aboubakari, désigné le 6 mai 2021 par la minorité parlementaire et qui a démissionné avant même la prestation de serment. C'est donc pour combler le vide laissé par cette démission qu'une mesure de procédure d'urgence a été demandée par 6 députés. C'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou en personne, qui a présidé la session extraordinaire ayant abouti à la désignation du nouveau membre du Conseil électoral. L'Assemblée nationale a désigné en sa séance plénière du mardi 27 juillet 2021 le professeur Abiola François Adebayo par 80 voix pour, 0 contre et 0 abstention pour siéger au Conseil électoral en remplacement de M. Boukari Abou Soulé Adam. Composés de 5 personnalités, les membres du Conseil électoral sont élus pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Par ailleurs, à l'occasion de la session, 1 minute de silence est observée en l'honneur de Rosine Vieira Soglo, plusieurs fois députée et doyenne d'âge du Parlement béninois, décédée dans l'après-midi du dimanche 25 juillet dernier. Retour dans ce journal sur un rituel diplomatique. Avant d'être reçu par le chef de l'État hier, un groupe de 3 nouveaux ambassadeurs était d'abord au ministère des Affaires étrangères la veille pour la présentation des copies figurées de leurs lettres de créance. Il s'agit de ceux du Nigeria, du Ghana et de l'Allemagne, un rituel consacré dans les usages diplomatiques. On le revisite ici avec Marcel Arrossi. Ils ont tous résidence à Cotonou. Ces 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui arrivent dans la même période sont officiellement accueillis pour la traditionnelle présentation des copies figurées des lettres de créance. Tukur Buratai du Nigeria, 60 ans, est officier supérieur de l'armée nigériane à la retraite. Avant son arrivée à Cotonou, il occupait depuis 2015 le poste de chef d'état-major de l'armée de terre nigériane. Les relations entre le Bénin et le Nigeria datent de très longtemps. Nous avons une culture commune, nous avons une histoire commune. Nous avons cette affinité historique-là qui s'est développée à travers les générations entre nos 2 pays. Et notre mission ici est de pouvoir traduire cette affinité historique dans les relations diplomatiques que nous allons entretenir entre nos 2 pays, notamment dans les secteurs économiques, social, politique, sécuritaire. Christine Chercheur du Ghana, ancienne ministre d'État et ancienne députée.
grande admiratrice des Amazones du Dahomey. J'ai appris l'histoire du Bénin lorsque j'étais encore sur les bancs. J'étais très émerveillée par l'histoire des Amazones. Et je pense que c'est ce qui m'a même poussée à défendre plus tard la cause des femmes. Aujourd'hui, je me retrouve dans ce pays, le Bénin. C'est pour moi un rêve qui devient finalement réalité. Et voici Michael de Russe, diplomate depuis 33 ans. Représentant de la République fédérale d'Allemagne, il s'occupait de la République de Madagascar et de l'île Maurice depuis 2 ans. Dans Tananarivo à Cotonou, il apporte de nouveau dans une coopération déjà très fructueuse. C'est la coopération dans le secteur de la formation professionnelle. Et je peux vous assurer que c'est vraiment un sujet qui trouve toute mon attention et je vais tout faire pour contribuer à un progrès dans ce champ très important. Nouvelle tête, nouveau défi donc. L'actualité politique est dominée cette dernière semaine par le changement de main au sein des partis politiques. À la suite de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le mouvement populaire de libération est aussi rentré dans cette danse tectonique qui remue les partis politiques. Qu'est-ce qui explique cette dynamique? Renaud Akapo s'est intéressé au sujet. Voici son commentaire porté par la voix de Marcella Fossi. Je quitte mes fonctions de présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est l'Union démocratique pour un Bénin nouveau qui a le premier montré la voie. À la surprise générale, sa chef de file, Claudine Afiavi-Prudencio, annonce son retrait de la présidence du parti. Je comprends l'effet de surprise chez certains compatriotes et même de choc pour d'autres. C'est une décision qui relève d'un choix délibéré de joindre l'acte à la parole concernant mon aversion pour la présidence à vie. Comme un vent de rajeunissement qui souffle sur le landerneau politique, le mouvement populaire de libération crée aussi la surprise lors de son premier conseil national avec le départ de son président fondateur, Sabisira Korogone. Pour le nouveau chef de file du mouvement, ce renouvellement à la tête du parti s'inscrit en droite ligne de la nouvelle stratégie du MPL. Ensemble avec les militants, nous avons décidé de procéder à des réajustements au sein de notre parti pour porter plus haut le flambeau du parti. Cela participe d'une stratégie globale que nous avons mûrie, tracée et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ces changements observés tranchent avec l'histoire politique du pays, car au sein des partis politiques, les passations de témoins sans effusion de crise ne sont pas légion. On est habitué en Afrique à voir des chefs de partis politiques à vie. Il y a des partis politiques qui ont connu le même responsable politique à la tête de son organe exécutif pendant plus de 40 ans. Ça existe en Afrique. C'est vrai, on est en droit de s'étonner par rapport au renouvellement inhabituel. C'est-à-dire qu'ici, ce ne sont pas tous les organes qui se renouvellent, mais on constate simplement le départ des têtes, c'est-à-dire des patrons des organes exécutifs de ces partis politiques-là. Quand bien même ces derniers n'ont pas encore cumulé plusieurs décennies à la tête de leur parti politique. Sur les réelles motivations de ces départs, les avis divergent, car pour certains, il y a anguille sous roche. La présidente Claudine Afiavi-Prudencio a laissé la main à une génération montante. C'est bien. Ben, dans mes analyses ou dans mon sens d'analyse approfondie, je prends ces constats avec beaucoup de pincettes. Du jour au lendemain, on entend que le président du parti a cédé sa place à quelqu'un. Mais moi, ça, c'est du folklore chez moi. Excusez-moi beaucoup le thème, c'est du folklore. Il ne faut pas céder pour céder. C'est à ça que nous assistons maintenant. Je suis président du parti, je laisse ma place à un autre de gérer. Beaucoup vont peut-être penser que c'est une faiblesse en soi, mais en réalité, ce n'est pas une faiblesse. Moi, j'appelle ça de l'humilité. Pour les observateurs avertis de l'actualité nationale, ces faits ne sont pas dénués de tout calcul politique. On pourrait émettre comme hypothèse que ces acteurs-là ont des perspectives beaucoup plus grandes ou sont en train de viser des rentes politiques d'envergure beaucoup plus importantes, non seulement pour leur propre carrière, mais également pour le compte de leurs organisations politiques. Et c'est cela qui pourrait donc les amener à se repositionner autrement, aussi bien à l'intérieur de leur formation politique qu'à l'intérieur de l'arène politique. Comme je l'ai dit,
qui a subi beaucoup de dynamique et de mutation suite à la réforme du système partisan. Calcul politique ou pas, ces données nouvelles tranchent tout de même avec un passé que les années de démocratie n'ont pas permis d'effacer. Les partis politiques s'identifient à leur président installé ad vitam aeternam, une anomalie préjudiciable à l'émergence d'une relève de qualité. Merci à Renaud Capo pour nous avoir permis d'avoir ces quelques pistes d'analyse sur un sujet politique tout sauf anodin au Bénin. Le maire de la commune de Banté a été reçu en audience ce mercredi à la Cour constitutionnelle. Il est allé faire la présentation de son conseil communal et surtout la situation sociopolitique actuelle dans la commune, une commune qui a été marquée, on le sait, par des tensions préélectorales. D'autres sujets ont bien évidemment aussi meublé les échanges. On écoute la substance au micro d'Ariel Metao. Nous avons présenté également avec la haute autorité la vision donc de la commune, les sollicitations en termes d'accompagnement, les infrastructures socio-communautaires que nous attendons, les accompagnements dans le volet éducatif et en termes d'assainissement et autres. Donc les besoins sont énormes. Nous avons présenté un peu la situation de la commune au plan socio-économique et demandé l'implication donc de son autorité pour accompagner donc le conseil communal de Banté. Il nous a félicité déjà pour notre élection et a demandé que nous continuons la dynamique et que sa disponibilité ne sera pas marchandée pour toutes les sollicitations. Le CIFAF, Centre international de formation en Afrique des avocats francophones, est l'hôte d'une formation au profit des avocats francophones. Le CIFAF offre ainsi aux avocats une opportunité d'arrimer leur culture professionnelle et leur métier aux évolutions du temps. Ghislain Prouguet et Bernard Djogbe nous en disent plus. Les avocats francophones sont en formation. Cette session de formation continue court du 26 au 31 juin 2021. Elle se déroule en présentiel et en visioconférence. La science du droit n'est pas une science infuse. Elle s'acquiert au travers des études universitaires, mais s'adapte aux exigences de notre profession et se conserve, se développe et se ressource tout au long de notre carrière. La nature évolutive de la matière du droit fait exigence à l'avocat d'être en perpétuelle actualisation. Le ministère que nous avons choisi d'embrasser est ainsi fait qu'on ne finit jamais de s'y former et si l'on veut rester performant et utile, il faut vous armer de science jusqu'aux dents pour pouvoir espérer affronter victorieusement les défis présents et futurs. Assister et représenter pour les avocats, nos clients, exige que nous nous formions, je dirais, en permanence afin de mieux répondre à leurs demandes. Technique de cassation, arbitrage et sûreté, défense de la défense, déontologie de l'avocat aujourd'hui, notion au programme de cette formation. J'ai la ferme conviction que les connaissances et savoirs que vous recevrez pendant cette session impacteront les juridictions de nos pays respectifs. Mais l'idée est très répandue, les avocats sont faux. Joseph Djogbenou veut battre en brèche ce ressenti largement partagé. Surtout qu'ils sont des contributeurs à la vérité, parce que la justice, c'est le chemin vers la vérité. Et la vérité, c'est l'horizon de la justice. Les avocats sont des contributeurs de la vérité. Mais toute vérité est relative. Ce qui est vrai d'un côté peut être faux de l'autre. Le débat est resté ouvert. De nouvelles stratégies pour réussir la libération des espaces publics dans l'Atlantique. Cette mission d'aération du cadre de vie a réuni les cadres de la mairie d'Abomey-Calavi et le préfet de l'Atlantique, mais aussi les commissaires d'arrondissement, élus locaux et communaux du département. Des mesures correctives s'annoncent déjà. Lénègue Agbazaou et Donatien Falola nous en disent un peu plus. Contre l'occupation anarchique des espaces publics et des trottoirs, les autorités du département de l'Atlantique se mobilisent. À l'invitation du préfet de tutelle, maires, chefs d'arrondissement et commandants d'unité sont ici réunis. Une rencontre qui permet de mieux fédérer les énergies pour l'efficacité de la mission. Les espaces libérés, les trottoirs qui viennent d'être d'ailleurs asphaltés sont recolonisés. Il fallait donc que nous nous revoyions pour définir des stratégies pour que nous puissions essayer de libérer définitivement ces espaces et faire en sorte que la mobilité urbaine, la mobilité humaine
soit une chose acquise, et surtout la sécurité. Nous devons dégager tous les trottoirs. Pas de vendeurs sur les trottoirs. À cette mission, nous allons associer en même temps les vendeurs ambulants dans les feux, dans les carrefours. Le sens et la démarche de l'opération sont bien explicités. Il faut préciser, en ce qui concerne les vendeurs d'essence distribués dans l'informel, que pour le gouvernement et son chef, il n'est pas question d'interdire la vente de ce produit-là. C'est de faire en sorte que la vente de ces produits sur nos trottoirs, dans les espaces publics, ne constitue pas des sources d'insécurité. C'est pourquoi il est demandé tout simplement de libérer les trottoirs et d'organiser cette vente dans des espaces plus adéquats. Les élus locaux et communaux promettent de jouer leur partition. Nous avons aujourd'hui à Calavi des marchés, des boutiques, que la population vienne s'inscrire pour obtenir ces boutiques-là. Ceci va contribuer au développement de notre ville, à la beauté de notre ville. Un système de contrôle et de suivi permanent est activé pour décourager les récalcitrants afin de préserver les infrastructures de développement. Éducation à présent, mieux outiller les animateurs d'établissements pour un meilleur suivi des activités pédagogiques de l'année scolaire qui s'annonce. On s'y penche par le biais d'une formation qui a démarré ce mardi dans quelques lycées et collèges de Porto Novo, une initiative du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, en collaboration avec le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin, PAESB. Brice Rumbo, Nathalie Doris Roulabi dans le compte-rendu. Considérés comme les bras opérationnels des conseillers pédagogiques et des inspecteurs sur le terrain, les animateurs d'établissement jouent un rôle primordial dans le contrôle et le suivi de l'enseignement. Pour mener à bien cette mission, ils ont aussi besoin de renforcer leurs capacités. On a cherché à quand même remédier aux insuffisances qui se retrouvent sur le terrain et liées aux AE. Parce qu'ils ne savent vraiment pas les tâches et les activités qui sont les leurs dans les établissements. Et ces 2 jours de formation leur permettent de s'approprier le guide méthodologique qui leur est destiné. Les travaux prennent en compte toutes les catégories d'enseignants et toutes les matières. Nous avons 4 ateliers qui accueillent au total 93 animateurs d'établissement. Si je peux me résumer à l'étape actuelle, tout va très bien. Tous les participants invités ont répondu présents, comme vous l'avez constaté dans les salles, et les encadreurs assurent la formation pour la première demi-journée que nous sommes en train d'achever. Je suis satisfait parce que j'ai vu nos anciens à la tâche, j'ai vu les encadreurs aussi là. Et en dépit de la fatigue des examens, ils ont essayé quand même d'être ponctuels et puis assidus. Et je pense que c'est lieu de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait l'année passée, pour qu'on ait le résultat de cette année. C'est lieu de remercier le gouvernement qui anticipe sur la rentrée scolaire. Et puis je pense que ça va aider encore plus les résultats scolaires. La même formation se déroule simultanément dans les autres départements. Et voici les champions au bac 2021. Les meilleurs candidats et établissements du baccalauréat sont connus officiellement. Ils ont été présentés aujourd'hui par les autorités compétentes à Cotonou. 18,66 est la plus forte moyenne pour la session 2021. Maxi Agla pour les détails. Le premier au bac 2021 a pour nom Josué Fréjus Godemain du complexe scolaire privé Sainte-Bakita de Calavi. Il a 18,66 comme moyenne avec mention très bien. Mais il n'est pas le seul à avoir cette mention. 259 mentions très bien. Et 6 bacheliers avec une moyenne supérieure à 18 sur 20. 5e, M. Medenou Sonayon Gabriel, série C, qui nous vient de CEG, collège public, CEG de l'unité à Porto Novo. 4e, Godonou Michel Rocard Thierry, série C, qui nous vient du collège catholique Hibiscus de Paracou. 3e, Monsieur
Tchani Yakubu Fetou Hamdan, série C, Collège catholique Saint-Augustin de Natichangou, le deuxième. Plutôt la deuxième. Mademoiselle Gaga Christelle, Yacinde Elom, série C, qui nous vient du lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kérékou de Natitengou, et de lauréat. Le premier, c'est M. Godemain Josué Fréjus, de la série D, qui nous vient du collège Sainte-Paquita de Calavi. Ces résultats sont le fruit des efforts conjugués de plusieurs acteurs de l'éducation, notamment le gouvernement, les enseignants, les directeurs d'établissement, l'office du bac et les candidats eux-mêmes avec le soutien de leurs parents. Décès de Rosine Vira-Soglo, les regrets sont encore vifs dans le cœur de ses anciens compagnons qui se consolent avec de bons souvenirs de l'illustre disparu. Elle incarnait des valeurs rappelées à Ariane da Silva et Donatien Falola par l'ancienne grande chancelière de l'Ordre national du Bénin et le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur qui raconte son sujet. Maman Rosine, Tata Rosine, la grande sœur, c'était quelqu'un de formidable. Rosine, c'était un tout, hein. C'était une battante qui pouvait aller jusqu'au bout de ce qu'elle fait et qui, s'il faut reculer, elle recule. Mais Rosine Soglo a commencé vraiment à militer, je peux dire, avec nous, un peu avant la conférence nationale. Nous avons créé la FBD, l'Association des femmes béninoises pour le développement, et elle suivait régulièrement les réunions. Et c'est de là qu'elle nous avait déjà montré son caractère très, très, très trempé. Elle est entière. Autant elle se fâche, autant 5 minutes après, elle a déjà oublié, elle passe à autre chose. Et elle n'est pas du tout rancunière. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est son africanité. Vous avez vu ses tenues? Elle est très, très, très africaine du cœur. Vous avez vu, même avec le président, vous avez vu leurs habillements tout le temps, c'était vraiment à choquer. Vraiment, elle-même, elle faisait des tenues de pièces en à choquer. Vraiment. C'est-à-dire qu'il fallait pour elle montrer son africanité. Et elle aimait ça. On se souvient tous donc de ses coups de gueule, notamment à l'Assemblée nationale, où elle dénonce. C'est quelqu'un qui donc, avait des idées et qui n'avait pas ça langue dans la poche. Ça, c'est ce que vous voyez dans la vie publique. Mais personnellement, quand vous êtes dans l'intimité de Rosine Soglo, vous avez une femme de cœur, une femme qui aime les siens. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis allé lui rendre visite à l'hôpital il y a une dizaine d'années et qu'elle m'a dit, Monsieur Dacosta, vous savez, moi je n'ai pas peur de la mort. Un jour que je gagne pour moi, c'est un bonus et je continuerai comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas peur de dire donc, ce que je pense. Et elle m'a rajouté, tout le monde m'appelle maman, pourquoi vous m'appelez Madame la Présidente? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aussi donne de l'affection et a envie donc d'avoir en échange. Et puis dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, le parti Union progressiste organise du 27 au 30 juillet au Palais des Congrès à Cotonou les conférences de l'Union, une première au Bénin. Des conférences pour amener les jeunes à revisiter l'histoire de l'Afrique et du Bénin et donner de l'épaisseur à leur culture. Célébrer autrement l'indépendance que par les seules festivités, c'est le fin mot à l'ouverture, suivi ici par Florence Bossa, Alexis Segbemont. L'Union progressiste marque d'une pierre blanche le 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Les conférences de l'Union, telles sont dénommées ces assises intellectuelles ici inaugurées. Un rendez-vous riche en panels avec pour invités des personnalités de divers horizons. Les thématiques sont relatives à la marche de l'Afrique et du Bénin vers le développement. Un exercice à but pédagogique qui vise à mieux renseigner la jeune génération sur l'histoire des indépendances. Aucun de ces experts éminents, je dis bien aucun de nos conférenciers et panélistes n'a posé aucune condition matérielle ou financière pour être à nos côtés, ni aucune condition politicienne étroite. Je voudrais qu'on les applaudisse. Regardez dans le rétroviseur pour mieux apprécier les avancées.
Tel est le sens à donner à cette grand-messe. Ces dernières années, notre pays connaît de profondes transformations. Certaines sont immédiatement visibles, comme celles qui affectent notre cadre de vie, les rues, les routes, l'électricité, l'eau, etc. Les acteurs de la vie politique, eux, ont surtout porté leur attention sur la réforme du système partisan. Qu'ils aient été encouragés ou pénalisés par les nouvelles règles, ils partagent tous la perte du confort que procure la routine, la sclérose et les baignades dans la médiocrité. Lutte de libération en Afrique et au Bénin. C'est le premier panel qui lance les débats. Des débats qui vont connaître la présence effective du journaliste Alain Foka à la clôture de l'événement. Une question pour voir présent dans notre page Indépendance qui porte sur des éléments de langage issus du lexique militaire, mais tombés dans le sens commun, notamment sans tambour ni trompette. Cette expression d'origine militaire a une explication bien imagée. Voici son histoire et sa signification avec Ghislain Poguet et Brice Chiboso. Mettre à côté de la plaque, vieille expression militaire générée par l'armée de terre. Mettre à côté de la plaque, c'est rater son coup, c'est rater l'objectif. C'est une expression qui date du XVIe siècle. Si vous avez mis à côté de la plaque, c'est que vous êtes maladroit, puisque vous n'avez pas atteint la cible. Autrefois, pour les entraînements de tir, c'était une grosse plaque qui était mise en place. Et les soldats qui n'arrivaient pas à atteindre l'objectif étaient ceux qui avaient mis à côté de la plaque. Mettre à côté de la plaque, c'est rater son coup. Parfois, ça se dit être aussi à côté de la plaque. C'est cette expression-là qui a donné être à côté de la plaque. Donc, être complètement perdu, ne pas atteindre son objectif. L'expression est rendue célèbre en 1968, le 24 mai, par un général français devenu président de la République. Le général de Gaulle qui, après avoir fait son discours lors des manifestations, a cru que ça allait régler le problème. Malheureusement, ça n'a pas marché et il a dit « j'ai mis à côté de la plaque ». Donc, être à côté de la plaque, c'est manquer son coup, c'est se tromper lourdement, c'est rater son objectif. Pour ne pas mettre à côté de la plaque, il faut donc viser juste, bien identifier la cible et être sûr de l'atteindre avant de tirer, avant d'entreprendre. Et vous l'avez deviné, on s'est proprement mis à côté de la plaque. Ce n'était pas l'expression consacrée de ce jour. Ça, on l'a visité déjà hier. On vous le promet, on reviendra sur l'expression sans tambour ni trompette. Page sport à présent. On va parler du tournoi de l'indépendance Patrice à l'Aquator. Le premier arrondissement rejoint le 8e en finale. La finale du tournoi de l'indépendance Patrice à l'Aquator, initiée au profit des jeunes, se jouera donc entre l'équipe des 8e et 1er arrondissements de Cotonou. La dernière a obtenu son ticket qualificatif face à l'équipe du 3e arrondissement à l'issue de la 2e demi-finale. La rencontre a eu lieu ce mardi sur le terrain de sport de Midonbor. Le résumé maintenant avec Virgile Ahodéon et Junis Setonji, présenté par Maxi Abla. Sur le terrain de sport de Midonbor, deux équipes pour une place en finale. Les bleus blancs et les noirs et oranges des 1er et 3e arrondissements de Cotonou. Un match annoncé pour être serré, mais à l'arrivée très pauvre en initiative. Avantage tout de même à l'équipe du 3e arrondissement, plus entreprenante comme ici à la 34e minute. Aucun but ne sera marqué dans cette première partie. L'entraîneur des Bleus Blancs est déçu mais confiant. Toute la première partie a été jouée dans notre moitié du terrain. Avec la pause, j'ai pu trouver les solutions et à la seconde partie, il y aura un grand changement. Mais c'est sans compter avec la stratégie des Noirs et Oranges qui sont revenus de la pause avec de bien meilleures intentions. Fort de leur assaut répété sur la défense adverse, ils obtiennent à la 62e minute un coup franc et carton rouge pour les Bleus Blancs.
Malheureusement, ils n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique jusqu'à la dernière minute du temps additionnel où ils concèdent un penalty. Ça n'a pas été facile malgré la supériorité numérique. On a pu gérer. Pour le moment, je ne peux pas dire que nous avons démérité. Et vu encore comment le penalty a été sifflé, vous avez remarqué comment le public est contre. En conclusion, c'est un beau match que j'ai vraiment aimé. Je n'ai pas du tout eu de regret. L'équipe du premier arrondissement rejoint celle du 8e pour la finale qui se jouera dimanche prochain au stade René Pleven. Page sport, on y reste avec le championnat national scolaire qui se poursuit. Voici les résultats de la demi-finale. Chez les garçons, Avankou bat Bantais 2-0, Komeba Lalo 2-1 et chez les filles, Basila remporte la mise devant Dogbo 3-0 et puis Grand Popo perd devant Doha 0-2. À suivre à présent une petite compilation de la toute dernière journée de ce championnat national scolaire. Souhaitons la bienvenue aux équipes. But pour l'équipe de Ragou. Et c'est parti avec cette équipe de Lalo qui lance le débat avec Ronaldo Sodi. Et ce ballon dans la profondeur pour Tankos Gideon Diassou, ce ballon dans la profondeur. Et la frappe et le but de Jude Tchenyou. À la 15e minute de jeu. Jude Tchenyou qui parvient à battre le gardien de but Élysée à Bangla. La frappe croisée qu'on voyait sortir Elvis. Mais il y a but. Bonne chance. Mais la passe est sublime et puis Fanaxé Boyanro qui va progresser cette heure sur la distance. L'actualité internationale nous emmène en Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se sont enfin revus après 10 ans de défiance. En Belgique, l'heure est à l'aménagement des rues après les inondations. Et puis en France, Emmanuel Macron s'adresse aux Polynésiens à la fin de sa mission. La compilation est signée Axel Dancy. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Au moment de la crise de 2010-2011, et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Des caves et des rez-de-chaussée dévastés par les inondations qui ont frappé l'est de la Belgique.
Près de 2 semaines après les intempéries, des centaines de maisons sont toujours inhabitables dans la ville de Verviers. Si l'eau courante est à nouveau disponible, tous les bâtiments n'ont pas encore accès au gaz ou à l'électricité. 41 personnes ont perdu la vie au cours de ces inondations. C'est un discours très attendu qui marque la fin de son déplacement. À Papeete mardi, Emmanuel Macron a déclaré que l'État avait une dette envers la Polynésie française pour les essais nucléaires réalisés entre 1966 et 1996 dans le Pacifique. Il promet la transparence quant au rôle qu'a joué la France dans près de 200 essais perpétrés en 30 ans. Voyager en cette période de pandémie, une échappatoire salutaire, mais aussi un casse-tête sanitaire. Les restrictions, quarantaines et tests de dépistage sont en vigueur dans la plupart des pays européens. Mais les détails exacts des protocoles varient d'un État à un autre. En Allemagne, l'accent est mis sur le risque potentiel que représentent les vacanciers qui reviennent du monde entier. Toutes les personnes sont testées indépendamment de leur provenance et de leur mode d'entrée, que ce soit par avion, en voiture ou en train. Si vous n'êtes pas vacciné, une quarantaine d'au moins 5 jours est à respecter en provenance de certains pays. Aujourd'hui, c'est bien mercredi, instant Conseil des ministres. On vous l'a promis, vous aurez la livraison ce soir même après le journal. Prenez le rendez-vous, d'importantes décisions sont prises. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la préparation et à la diffusion de ce journal. Bonsoir chez vous.